Et donc, pour démarrer cette journée, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Karine Vogue. Vous êtes chef de projet innovation à l'AFM Téléthon et Amélie Lefebvre, chargée de mission juridique, directrice des affaires publiques de l'AFM Téléthon. Donc, vous allez nous présenter les aides techniques. Je garde à mes côtés Martine Libani, donc, puisque nous vous poserons donc quelques questions au terme de votre présentation. Quant à vous qui nous suivez derrière vos écrans, sachez que vous retrouvez nos deux intervenantes au cours de notre table ronde, donc à 16h10. Mais n'hésitez pas, si des questions vous viennent dès maintenant, à les poser. Nous leur transmettrons bien évidemment. Peut-être un petit jingle et on vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup. C'est ma faute. Bonjour Karine, bonjour Amélie, vous nous entendez ? Bonjour. Oui, très bien. Merci, merci vraiment d'être avec nous pour ce congrès. Comme l'a rappelé Martine Libani, l'AFM est vraiment un partenaire essentiel à notre association et vous allez aussi traiter d'un sujet qui est essentiel, les aides techniques au quotidien. Donc je vous laisse une vingtaine de minutes, enfin peut-être 25 minutes pour votre présentation avant de passer aux questions-réponses qui, je pense, seront nombreuses. D'accord. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir proposé de faire cette intervention. En fait, on est ravis, je pense, toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. Donc en fait, nous allons parler aujourd'hui des aides techniques du quotidien et également de l'accompagnement que propose l'AFM Téléthon sur le sujet par rapport au CMT. Alors voilà, donc l'AFM Téléthon, donc on est, ce qu'il faut vraiment à garder en tête en fait, c'est qu'il y a plusieurs parties dans l'AFM Téléthon, mais plus particulièrement pour tout ce qui est accompagnement, c'est le réseau de proximité qui est extrêmement important, avec les services régionaux et les référents parcours santé. Donc la carte de France en fait est divisée en 16 services régionaux qui sont répartis sur 26 sites sur tout le territoire français, y compris sur l'île de la Réunion. Dans ces services régionaux, vous avez des intervenants, des référents parcours santé, donc des RPS, qui vous accompagnent en fait depuis le diagnostic de la maladie sur toute son évolution et toutes les questions que vous pourriez vous poser dessus sur le sujet, avec 3 missions principales, donc informer sur la maladie et ses conséquences, accompagner le malade et sa famille et mobiliser les réseaux et les partenaires, que ce soit professionnels, prestataires, associations, etc. Donc tout public, toute personne atteinte d'une maladie neuromusculaire est concernée, à leur demande ou à celle de leur entourage, tout âge, tout au long de la vie et pour n'importe quelle question en lien avec la pathologie. Donc en 2023, à la connaissance de l'AFM, il y avait 2105 personnes atteintes de CMT qui étaient dans nos fichiers et 815 sont actuellement suivies avec un accompagnement par nos services régionaux. Alors, plus particulièrement, au sein de l'AFM Téléthon, nous avons donc le pôle compensation, innovation et laboratoire des usages dont je fais partie. Ce pôle, en fait, est au sein de la direction des affaires auprès des familles, donc fait partie justement de toute la partie aidée de l'AFM Téléthon. Et ce pôle, en fait, a 3 activités. Donc, peut prêter des matériels roulants. Donc, par exemple, si une personne se retrouve dans une situation un peu d'urgence, en perte de marche parce que la pathologie évolue ou parce que son fauteuil actuel est en panne, elle peut nous solliciter via le service régional et on met à disposition de ces personnes, ces familles, des fauteuils roulants électriques, des scooters, des chaises élévatrices. Et ce service, en fait, est disponible sur toute la France et je vous ai mis les coordonnées de contact d'aide technique. En termes de compensation technique, donc là aussi, ce sont des intervenants que nous avons répartis également sur 3 régions, enfin 3 secteurs de France, donc l'Île-de-France, la partie nord et la partie sud. Donc 3 personnes en fait qui se rendent au domicile des familles à leur demande pour tout ce qui est technologie de l'information. Donc tout ce qui est moyen d'accès pour l'ordinateur, pour le téléphone, pour le jeu vidéo, le contrôle d'environnement, la domotique. Donc là, ces personnes en fait viennent au domicile,
font une évaluation ou un bilan des besoins en fait, de la personne et derrière peuvent proposer des solutions, comme par exemple des souris adaptées, des claviers adaptés, des systèmes de poursuite oculaire, enfin voilà, différentes choses, possibles et le pôle innovation donc dont je fais partie. Donc notre rôle, en fait, est d'identifier les besoins en autonomie des personnes et ensuite d'y répondre soit en, communiquant sur des produits ou des services déjà existants, par exemple des activités sportives, ou alors de mettre en place de nouveaux systèmes, de nouveaux parcours, ou de nouveaux produits, en collaboration avec les laboratoires de recherche, en collaboration avec les industriels, pour proposer justement, des choses qui soient adaptées, aux besoins de nos familles. Alors, pour vous parler, des aides techniques du quotidien, donc je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de vous présenter une situation concrète parce que, des aides techniques du quotidien, finalement, quand on regarde, il y en a, de toutes sortes, des petites, des grandes, des enfin voilà, différentes choses. Ça peut aller de la petite cuillère adaptée à l'aménagement complet d'une maison. Donc ce qu'on s'est dit avec Amélie, c'est que ce serait mieux de partir finalement d'une situation, de vous expliquer déjà un petit peu comment on peut travailler, à ce niveau-là et de vous présenter évidemment quelques possibilités d'accompagnement au quotidien via les aides techniques. Donc nous allons, parler de monsieur A qui a 54 ans, qui est marié, qui présente donc une maladie neuromusculaire évolutive et invalidante de type sensitivo-motrice. Donc ce monsieur a une faiblesse musculaire au niveau des membres inférieurs, donc ça lui entraîne des pertes d'équilibre. Il vit dans un appartement qui est en rez-de-jardin. Il marche avec une canne, mais quand il est un peu fatigué, donc il utilise un fauteuil roulant manuel pour se déplacer à l'intérieur de son domicile et il est suivi par un centre de référence des maladies neuromusculaires. Donc ce centre de référence, en fait, lui a conseillé donc de contacter son service régional de la FM Téléthon et donc au niveau du hop, ah, hop là, ça ne marche pas, voilà. Et donc, l'ARPS donc qui a pris contact avec monsieur A s'est rendu à son domicile et ils ont discuté finalement de cette situation et de ce qui serait bien de mettre en place. Donc au domicile, c'est vraiment très important parce que finalement c'est là où on se rend compte vraiment des difficultés, qu'une personne peut avoir, qu'un médecin en consultation à l'hôpital ne peut pas forcément, percevoir. Donc là, par exemple, en discutant, ils se sont aperçus, ben, que la salle de bain n'était pas adaptée, qu'enjamber la baignoire commençait à être difficile, donc peut-être à prévoir un aménagement. Qu'il aimerait revoir sa prise de repas parce que il se fatigue très vite, quand il doit manger, enfin voilà et que pour se déplacer à l'extérieur quand il est fatigué, le fauteuil roulant manuel n'est pas forcément adapté, donc que peut-être un fauteuil roulant électrique serait une bonne chose et derrière, peut-être de réfléchir sur l'acquisition d'un véhicule adapté. Alors si on prend un petit peu chaque thématique une par une, hop, je clique mais voilà, j'y vais doucement. Alors, en termes la première problématique finalement, c'est un peu l'aménagement du domicile. Donc sur l'aménagement du domicile, il y a des sociétés en fait qui sont spécialisées dans des aménagements, de cuisine et de salle de bain. Donc par exemple, vous pouvez avoir des meubles motorisés, donc des tables à hauteur variable en fait qui peuvent, monter et descendre, des meubles à hauteur variable également qui en fait quand on appuie sur un bouton finalement s'abaissent pour pouvoir être beaucoup plus accessibles. Sur une salle de bain, on peut mettre en place du carrelage antidérapant, on peut mettre en place des barres de douche, des chaises de douche, des baignoires, qui s'ouvrent avec une porte sur le côté, des douches, où on rentre finalement, sans qu'il y ait de petites marches en fait, à enjamber. Donc tous ces aménagements sont finalement des choses auxquelles on peut réfléchir. Et plus ensuite spécifiquement sur ce qui concerne les aides techniques plus petites, on va dire plus, comme des petites aides au quotidien. Donc pour ce qui est cuisine, vous avez des cuillères avec des bracelets qui se mettent autour de la main pour aider à les maintenir, des supports antidérapants. Pour la prise de repas notamment, il existe des petites aides au repas, donc des petits robots, qui aident justement à la prise alimentaire. Pour les salles de bain, des brosses avec des manches, plus allongées, des tapis antidérapants. Voilà, plusieurs choses que l'on peut effectivement, se commander ou mettre en place, pour l'aménagement du domicile.
En ce qui concerne, le véhicule adapté, donc là, nous avons donc un interlocuteur vraiment privilégié qui s'appelle le CEREM, qui est basé à Vélizy, dont l'AFM, en fait, est membre fondateur et fait partie du conseil d'administration. Et en fait, le CEREM, vous apporte, en fait, tout ce qui est possible en termes d'évaluation, d'aptitude à la conduite, permet de régulariser un permis de conduire en fonction du handicap de la personne, propose également des formations théoriques et pratiques qui sont adaptées, aux besoins et également une conduite sur simulateur qui permet de voir vraiment comment on peut se positionner sur la conduite automobile. Sachant que sur la conduite automobile, il y a des aides à la conduite, donc par exemple avec des accélérateurs ou du frein qui sont positionnés sur le volant, des leviers de vitesse qui sont déportés, des conduites au joystick, enfin voilà, différentes possibilités d'adaptation du poste de conduite, mais également, si on va un petit peu au-delà, des aménagements possibles du véhicule. Donc ça peut aller du simple transport de fauteuil roulant manuel, comme vous pouvez le voir sur la droite, donc qui va se positionner à l'arrière du véhicule et qui va sortir pour pouvoir être accessible à la personne. Ou on peut également conduire en fauteuil roulant, enfin avoir un fauteuil roulant électrique qui peut se positionner comme passager, mais également comme conducteur d'un véhicule. Donc là, on est sur des aménagements beaucoup plus conséquents. Alors sur le fauteuil roulant et les aides à la mobilité, donc il faut savoir que le fauteuil roulant, est un dispositif médical. Pour ce qui concerne le fauteuil roulant électrique, donc c'est, la prescription en fait se fait avec une consultation avec un médecin, de physique et de réadaptation, médecin MPR ou un médecin de la consultation pluridisciplinaire qui va en fait évaluer, les besoins de la personne en termes de type de fauteuil roulant. Est-ce qu'il faut un verticalisateur? Est-ce qu'il faut différentes, possibilités de type de fauteuil? Et ensuite, vous avez donc une prescription médicale qui va préciser si le fauteuil est une location, un prêt ou un achat, sa durée d'utilisation, le mode de propulsion, est-ce qu'on reste sur du manuel motorisé ou du fauteuil électrique? Et les caractéristiques nécessaires en fait pour que le fauteuil soit vraiment adapté à la personne. Le médecin rédige également une demande d'entente préalable qui sera envoyée à la sécurité sociale. Et ensuite, il faut réaliser des essais en présence de l'équipe pluridisciplinaire avec au minima le médecin, un ergothérapeute et un kiné pour vérifier justement que le matériel correspond, est bien adapté et surtout que la personne est bien positionnée dedans. Et à l'issue de ces essais, donc un certificat également est établi, attestant que la personne est en capacité et de maîtriser et de conduire ce fauteuil électrique. Alors après, il y a d'autres possibilités, d'aide à la mobilité, les scooters, des chaises élévatrices pour aider à se relever finalement quand on est assis sur un bureau. Des rampes d'accès également, sont possibles. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue pour vous parler des financements. Merci Karine. Donc maintenant que Karine nous a exposé toutes les aides techniques que Monsieur A pouvait éventuellement acquérir en fonction de sa situation, nous allons voir comment les financer. Alors bien sûr, le but c'est de faire un panorama. Je ne vais pas forcément rentrer dans toutes les aides financières, sinon on en aurait pour un certain temps et surtout, voilà, ça pourrait être assez rébarbatif. Mais le but c'est voilà de voir un peu tout ce qui est à sa disposition. Tout d'abord, pour le financement de l'aménagement de la cuisine et de la salle de bain. Alors, avant de rentrer dans le financement, dans le plan de financement, je voudrais apporter quelques précisions que peu importe si Monsieur A est locataire de son logement, que ce soit un logement social ou un logement du parc privatif, ou s'il est propriétaire de son logement, les financements auxquels il peut prétendre, donc légaux et extra-légaux, sont exactement les mêmes. S'il est locataire, il faudra qu'il sollicite l'accord de son propriétaire, donc de son bailleur. Donc que ce soit, peu importe que ce soit un bailleur social ou un bailleur privé, il faudra qu'il obtienne l'accord. Donc il y a un formalisme à respecter qui est prévu par les textes. Mais voilà, il faut absolument obtenir l'accord du propriétaire. Et dans le cadre d'un bail de droit privé ou si la personne est propriétaire, les travaux sont à la charge du locataire ou du propriétaire.
Et petite particularité du bail social, il est possible de demander au bailleur de prendre en charge totalement ou partiellement les travaux. Donc voilà les financements légaux et extra-légaux auxquels Monsieur A peut éventuellement prétendre en fonction de sa situation. Donc en premier, j'évoque la PCH élément 3, s'il est éligible à la PCH, sachant que beaucoup de personnes atteintes de CMT n'y sont pas éligibles. Éventuellement, il peut solliciter l'APA, s'il n'est pas éligible à la PCH et s'il répond aux différentes conditions. Je voudrais juste faire un petit focus, petite nouveauté pour l'année 2024 sur le crédit d'impôt pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et sur MaPrimeAdapt, qui sont les nouveautés de cette année. Le crédit d'impôt est désormais soumis à une condition de ressources, ce qu'il n'était pas actuellement, et surtout est réservé aux les revenus intermédiaires. Le niveau intermédiaire, alors que MaPrimeAdapt est un nouveau dispositif réservé aux personnes ayant des ressources modestes, voire très modestes. Donc, je vous renvoie en fait au site. Il y a plein de sources gouvernementales là-dessus sur sur le site notamment MaPrimeRénov'. Donc, notamment au niveau de la prise en charge. Donc, MaPrimeAdapt, ça peut aller jusqu'à 50 à 70% du montant des travaux avec un plafond de 22 000 euros, alors que le crédit d'impôt, je crois que c'est 25% du montant des travaux dans un plafond de 5 000 ou 10 000 euros en fonction de sa situation familiale. Et également possible les financements au niveau de l'ANA qui ont changé puisque une partie des dispositifs sont rentrés dans MaPrimeAdapt. L'Action Logement également. Action Logement qui est plutôt un système de prêt et après je vous ai mis les financements extra-légaux, donc le fonds départemental de compensation si ce monsieur est éligible à la PCH et en fonction de ses ressources, la mutuelle, le centre communal d'action sociale et les caisses de retraite. Pour le financement de l'aménagement... petite précision aussi que j'ai oublié d'apporter sur le financement de l'aménagement cuisine et salle de bain, c'est que tout n'est pas finançable. C'est-à-dire que seuls les éléments, donc l'aménagement et les éléments liés à l'aménagement et aux travaux liés à la compensation sont finançables par ces dispositifs. Voilà. Exemple, la peinture, etc. ne rentre pas là-dedans, alors qu'à l'inverse, tout ce qui est, ce que vous a expliqué Karine, peut rentrer dedans. Le financement de l'aménagement du véhicule, donc également, donc PCH élément 3 si ce monsieur est éligible. Petit focus sur les aides de l'AGFIP et du FIP. Qui sont des aides discrétionnaires. Donc pour les personnes qui travaillent donc pour le privé, l'AGFIP, également pour les demandeurs d'emploi et le FIP pour les agents reconnus en tant que travailleurs en situation de handicap. Donc, ce sont des aides discrétionnaires. Il y a des montants qui sont prévus dans les catalogues des deux organismes, mais tout dépend s'ils ont des financements au moment de la demande. Et je vous ai remis également les financements extra-légaux qui sont exactement les mêmes que pour l'aménagement du domicile. Et enfin, pour le financement du fauteuil roulant. Alors, le dispositif, comme je vous l'explique, à l'heure actuelle, c'est celui qui existe aujourd'hui, donc puisqu'il va être amené à évoluer au cours de l'année. Donc là, c'est vraiment à l'instant T, au 23 mars 2024, comment il fonctionne. Donc, au niveau des financements légaux, donc il y a un remboursement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Possibilité, si monsieur A est éligible à la PCH, de solliciter cette prestation et également, si ce monsieur est agent de la fonction publique, de solliciter le FIP. Alors, je n'ai pas mentionné la GFIP, c'est voulu, parce que la GFIP, dans son catalogue, mentionne les aides techniques, alors que le FIP mentionne expressément les fauteuils roulants. Donc, pourquoi je ne mentionne pas la GFIP? Parce que la politique de la GFIP est de financer les aides techniques qui permettent l'exercice d'une activité professionnelle ou le maintien dans l'emploi. Donc, un exemple, un fauteuil pourrait être financé par la GFIP. Je vous donne un exemple concret.
une personne qui travaille dans un aéroport, qui est marchande, mais qui est amenée à parcourir des grandes distances et en cause de la fatigabilité, ne peut plus se déplacer. Donc, il pourra solliciter le financement d'un fauteuil parce que le fauteuil va pouvoir l'aider à exercer son activité professionnelle et le fauteuil va pouvoir rester sur le lieu de travail. Alors que voilà, ça c'est vraiment la politique de la GFIP. Et enfin, je vous ai mis les financements extra-légaux en ajoutant les mêmes que précédemment, en ajoutant aussi la possibilité de solliciter le fonds de secours de l'assurance maladie. Donc, je redonne la parole à Karine pour vous expliquer le bilan de l'accompagnement de Monsieur A. Merci Amélie. Donc en fait, voilà, donc sur le bilan de l'accompagnement de ce monsieur, donc finalement, il y avait 4 thématiques, la salle de bain, la prise de repas, le fauteuil roulant électrique et le véhicule adapté. Donc pour la salle de bain, la proposition qui est faite en fait avec justement l'amélioration de son accessibilité, c'est en fait de supprimer la baignoire, d'installer un espace douche avec un bac extra plat, de manière à ne pas avoir à enjamber quoi que ce soit, d'adapter le carrelage en le mettre antidérapant, de positionner des barres d'appui. Ce monsieur a trouvé dans le commerce d'un mitigeur avec un manche suffisamment allongé pour qu'il puisse facilement l'utiliser et de rajouter également une chaise de douche. Pour la prise des repas, donc au niveau de l'AFM Téléthon, il existe des consultations spécialisées sur la compensation des membres supérieurs. Donc la proposition de la RPS pour ce monsieur, en fait, c'est de prendre rendez-vous dans ces consultations. Les capacités et les objectifs, en fait, de ce monsieur seront évalués au cours de ces consultations. Il pourra essayer différents, supports de bras ou aides, en tout cas, à la compensation des bras, pour la prise de repas et du coup, derrière, pourra, essayer à son domicile, le dispositif qui aura été, validé. En ce qui concerne le fauteuil roulant électrique, il a été proposé donc de prendre rendez-vous avec la consultation pluridisciplinaire pour faire une évaluation et réaliser des essais. Et pour l'instant, comme ça fait quand même pas mal de projets en cours, le véhicule adapté a été mis de côté le temps de finir en fait les premières étapes. Voilà ce que l'on pouvait vous dire donc sur les aides du quotidien. Je vous ai rajouté donc les coordonnées de l'AFM, avec le pôle accueil famille et les services d'écoute. Voilà et je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Karine. Merci, Amélie. Si vous avez des questions sur cette présentation, n'hésitez pas. Nous avons un petit peu de temps. Alors, peut-être juste quelques précisions, parce qu'on est dans un monde où on parle beaucoup par acronyme. Donc, vous avez parlé PCH, APA. Bon, je pense que ce sont des notions qui sont assez connues des personnes qui nous suivent. Mais peut-être quelques mots sur cette distinction. Donc, PCH, prestation de compensation du handicap avant 60 ans. Après, on bascule sur l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, après 60 ans. Alors, ou est-ce que mon raccourci est trop rapide ? Donc, en fait, la PCH, pour être éligible à la PCH, il y a différentes conditions à remplir. Donc, comme vous l'avez évoqué par rapport à l'âge, que la demande de prestation de compensation du handicap doit être sollicitée avant l'âge de 60 ans. Voilà. Si la demande... Voilà, en gros, il faut la demander avant l'âge de 60 ans. Si la personne la demande avant l'âge de 60 ans, il faut démontrer que les conditions étaient réunies avant 60 ans. Et sinon, si elle était en activité professionnelle, elle peut le solliciter après 60 ans. L'APA, c'est pour les personnes âgées de plus de 60 ans qui n'ont pas fait de demande de PCH avant, qui n'étaient pas éligibles avant l'âge de 60 ans, qui la maladie a été diagnostiquée bien plus tard. Et donc, on va évaluer par rapport à un niveau d'autonomie, donc par rapport au GIR. Et donc GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, qui sont les personnes qui sont les plus dépendantes, pourront bénéficier, pour notre sujet, pourront bénéficier d'une aide pour réaliser des travaux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc la PCH, en fait, pour un aménagement du logement, ça peut aller jusqu'à 10 000 € et pareil pour l'aménagement du véhicule. Voilà, pour relier aussi au sujet. J'aurais juste une petite question assez rapide. Existe-t-il des aides au permis de conduire sur véhicules adaptés, justement ?
Alors, pour les les personnes aides qui n'ont pas le par permis. rapport pour passer le permis, pour Oui. le financement de... Oui. Oui, alors il est possible. Alors, c'est pour les personnes qui sont éligibles à la PCH. Oui. Il est possible, justement, de par un dossier, de demander, au titre des charges exceptionnelles, de demander à faire supporter une partie du coût du permis à ce titre-là. Nous, on a des jeunes qui sont accompagnés par l'AFM, qui passent leur permis, et en effet, on sollicite justement, leur RPS sollicite qu'une partie du permis soit supportée par la PCH. Merci. Voilà. Et je pense d'ailleurs qu'on peut tirer un coup de chapeau au RPS qui font un travail absolument formidable. C'est vrai. Vous avez également cité l'ANA, donc sous votre contrôle, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Elle peut être sollicitée directement ou voilà, vous avez simplement cité l'organisme, sachant que le mieux est de faire appel au RPS. Alors, nous, les RPS, elles accompagnent les personnes, elles ne font pas à la place d'eux. Hein. Ça, c'est de l'accompagnement. L'Agence nationale, donc, comme vous dites, de l'amélioration, pour l'amélioration de l'habitat, excusez-moi, moi, j'ai toujours l'habitude de parler par acronyme. En effet, alors jusqu'ici, elle proposait une aide qui s'appelait Habiter Facile et qui a maintenant été absorbée dans MaPrimeAdapt, puisque MaPrimeAdapt reprend plusieurs dispositifs. Je l'ai citée parce qu'elle propose aussi d'autres aides, comme par exemple pour l'amélioration de l'habitat au niveau énergie. C'est aussi des choses qui concernent tout le monde. Il est possible de solliciter directement l'ANA, puisque sur leur site, il est prévu, pour faire une demande, il y a la possibilité de faire la demande directement. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être aussi des questions par rapport aux personnes qui sont en emploi, qui sont salariées. Vous avez parlé donc AGFIP et FIP pour le public. Oui. Là, quel est un petit peu le rôle de l'employeur, de la médecine du travail? Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir pour une adaptation du poste de travail? Alors, l'AGFIP, moi, je vais surtout pas. AGFIP, surtout, il est possible, en fait, que. Ça, c'est au niveau de l'aménagement du poste. Alors, pour l'aménagement du poste, en effet, il est possible de solliciter la médecine du travail, tout à fait, qui va pouvoir faire des préconisations, et les préconisations vont s'imposer à l'employeur. Donc, l'employeur ne peut pas faire abstraction de ces demandes d'aménagement. Et donc, l'employeur pourra solliciter également l'AGFIP pour aménager le poste de travail. Et ça fonctionne également de la même façon au niveau du FIP. Simplement, les noms ne sont pas les mêmes, mais voilà, il y a possibilité d'aménagement du poste du travail. Après, l'AGFIP, le FIP peuvent être également sollicités directement par la personne. Par exemple, là, comme j'ai expliqué, par rapport à l'aménagement du véhicule. Par rapport à l'aménagement du véhicule, la personne elle-même peut solliciter directement les organismes. Il y a tout un catalogue sur les deux sites. Oui. Vous avez un catalogue, une grande liste à la Prévert sur toutes les possibilités de financement qui existent par ces deux organismes. Ça va de l'aide humaine à l'emploi sur le poste du travail pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des membres supérieurs, pour porter des dossiers, etc., par exemple, comme ça peut aller justement sur certains aménagements, des aides techniques pour le poste de travail, etc. Merci beaucoup. Martine? Alors, pour les objets que vous avez montrés en tout début d'ergothérapie, la plupart du temps, ces objets ne sont pas remboursés, si? Alors non, effectivement, la plupart du temps, ils ne sont pas remboursés. Ce sont des petites aides techniques. Là aussi, ça peut rentrer dans le cadre de la PCH aide technique avec certaines codifications qui peuvent être attribuées, mais effectivement, non, pour le moment, ils sont pas pris en charge. D'accord. Et les RPS agissent-elles aussi pour les petits à l'école pour aider au niveau de l'aménagement, peut-être s'il faut un PAI ou pas?
Un PAI. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, les RPS accompagnent en effet les enfants. Il y a aussi des enfants qui sont accompagnés par les RPS au quotidien pour toutes les difficultés par rapport à la compensation à l'école. Donc voilà, oui, dans la constitution au niveau des dossiers, au niveau PPS, Vous pouvez PAI, énumérer, etc. s'il vous plaît, ce qui existe comme plan justement pour les enfants. Par exemple, C'est-à-dire PAI, ça veut Oui, dire jeunes en quoi, scolarité. PAI? Alors, le PPS PAI, c'est le personnalisé au niveau de la scolarisation, c'est pour répertorier tous les besoins des enfants à l'école. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un transport adapté? Est-ce qu'il y a besoin d'une AESH, donc d'une aide humaine à l'école pour la prise de notes, etc. Est-ce que pour les sorties scolaires, il y a besoin d'une personne aux côtés de l'enfant? Est-ce que pour les voyages scolaires? Voilà, on va essayer de répertorier tous les besoins de l'enfant et qui vont être soumis à la MDPH dans son dossier et donc ils seront soumis à la commission à la commission, donc la CDAPH, et qui devra se prononcer au niveau à partir de ce plan personnel de scolarisation. Donc ce fameux PPS, et donc ce sera là-dessus qu'on devra toujours se référer avec l'enseignant référent, l'enseignant, la famille au cours, pour pouvoir au niveau de l'accompagnement de l'enfant au niveau de sa scolarité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Peut-être un petit point d'actualité, alors peut-être avec vous, Amélie, puisqu'il y a, il y a une petite polémique, on va dire, sur le remboursement des fauteuils roulants. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce qui a motivé, il y a une pétition qui a été lancée notamment par APF France Handicap, et je pense que vous y êtes associé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la problématique et aussi peut-être de ce que nous pouvons faire pour vous aider? Alors, actuellement, en effet, il y a une réforme qui est en cours de discussion, en cours de négociation sur le financement des fauteuils roulants électriques, qui est issue d'une annonce faite par Emmanuel Macron, donc le président de la République, lors de la dernière CNH qui a eu lieu, donc la dernière conférence nationale pour le handicap qui a eu lieu en avril 2023. Donc, qui a pour objet le financement à 100% des fauteuils roulants, manuels ou électriques, par l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin pour les personnes qui étaient éligibles à la PCH de passer par un financement PCH aide technique. Donc là, on est en cours de négociation. Il y a une nomenclature qui est actuellement en cours de discussion. Alors attendez, parce que j'ai pris exprès des petites notes justement parce que je me suis doutée qu'il y aurait ce type de questions. En fait, il y a une nouvelle nomenclature qui est semi-validée, qui a aussi un dispositif complémentaire sur devis. Et il y a un début de négociation qui est en cours avec les industriels et les distributeurs. Et elle prévoit également, cette réforme, une amélioration de la prescription experte. Alors, la position de l'AFM, je peux vous la donner clairement, c'est qu'elle est plutôt favorable à cette réforme, mais on reste très vigilant parce que pour nous, cette réforme, elle a pour but un remboursement intégral par l'assurance maladie et que pour les fauteuils soient adaptés à la personne qui l'utilise. Et aussi que ce financement qui réponde à tous les besoins des personnes, y compris pour les fauteuils les plus complexes, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant électrique, qui demandent des dispositifs assez particuliers et surtout qu'il n'y ait pas d'exclusion du marché des produits qui n'ont pas d'équivalent et enfin qui permettent un accès aux futures innovations et surtout qu'il y ait des délais rapides d'accès à la prescription experte. Voilà la position de l'AFM. Alors oui, il y a eu une pétition qui a été lancée. Alors, elle a été lancée par un député. Je crois que c'était M. Pétavy qui a lancé la pétition. Et en effet, l'APF et l'AFM ont été signataires de cette pétition pour que justement les annonces qui ont été faites par le président de la République
soit respectée, en fait. Parce que là, on avait annoncé une mise en œuvre pour l'année 2024 et actuellement, voilà, il y aura une période de transition et ça va demander encore plusieurs mois de mise en application. Voilà où on en est. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a aussi, par rapport à cette réforme, mais voilà, le but, en tout cas au niveau AFM, c'est qu'il n'y ait personne qui se retrouve avec un fauteuil qui ne soit pas pris en charge au niveau de l'assurance maladie. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Et donc, votre pétition, pour ceux qui le souhaitent, elle est disponible sur votre site, j'imagine ? Alors, la pétition, elle était sur change.org. Alors, je ne sais pas si elle est sur le site de l'AFM. Mais on la retrouve sur le site change.org. Vous êtes plus renseigné que moi. Oui. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un mot, même si on sort du sujet, mais pas complètement non plus, mais sur peut-être ce que vous défendez aussi dans vos fonctions de directrice des affaires publiques, puisqu'on est toujours dans la défense des droits des patients. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres dossiers ou d'autres sujets que vous avez envie d'évoquer ? Alors moi, je suis chargée de mission juridique. Je ne suis pas directrice. Moi, mon rôle est, je suis l'interlocuteur privé, un des interlocuteurs privilégiés des RPS, justement pour toutes les questions juridiques qui se posent au niveau des familles. Donc tous les besoins juridiques des familles me sont relayés. Et après, avec mes collègues, nous portons le plaidoyer de l'association dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt des patients, des personnes malades et en situation de handicap, au sein de différentes instances nationales, interassociatives, etc. Très bien, merci. Donc, je vous avais accordé une promotion. Voilà, exactement. Karine, je me tourne vers vous peut-être, puisque c'est le terme innovation dans vos fonctions qui m'avait marqué. Est-ce à dire que vous travaillez aussi sur les dispositifs médicaux ou les outils qui vont nous être utiles demain ? Oui, tout à fait. En fait, dans l'idée, c'est que nous, au niveau de l'innovation, notre objectif est vraiment de toujours partir des besoins de nos malades, quels qu'ils soient. Donc, pour cela, en fait, on a besoin justement de recenser ces besoins. Donc, on travaille vraiment en proximité avec les RPS, avec les réseaux locaux, de manière à ce que ces besoins nous soient remontés. Et nous, derrière, on a les relations avec les industriels, les fabricants et les laboratoires de recherche, pour s'intégrer dans des projets de développement, pour faire évoluer des dispositifs et vraiment rester justement le plus proche possible de ce qui se fait de ce qui se fait de plus récent. Oui. D'accord. Et donc y compris des appels à projets avec des laboratoires de recherche pour développer de nouvelles choses. D'accord. Et j'imagine que vous êtes aussi très attentif aux coûts. Oui, tout à fait. Et si on a une question, par exemple, sur un outil ou un dispositif dont on peut douter de l'efficacité, est-ce qu'on peut vous questionner aussi sur le sujet ? Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Donc, normalement, dans la présentation, j'ai mis l'adresse du pôle innovation. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message. Ou alors d'en parler à la RPS qui derrière va nous solliciter. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait se mettre à disposition. Si on n'a pas la réponse, on ira faire quelques recherches. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Merci beaucoup. Martine, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, d'autres questions. Moi, je voudrais vraiment signaler à toutes les personnes qui nous regardent que les services régionaux de la FM Téléthon peuvent vraiment vous aider. C'est très important parce que aussi bien pour faire les projets de vie, pour vous aider à monter des dossiers au niveau juridique aussi, puisque je sais que personnellement je l'ai fait, ce qui m'a valu de réussir à me mettre en invalidité et ça peut changer une vie. Voilà, de trouver les bonnes personnes qui font ce qu'il faut pour vous aider et vous êtes des professionnels. Et voilà, je trouve que vraiment les services régionaux, c'est absolument génial pour toutes les personnes qui sont en quête de réponses à leurs questions. Et puis quelquefois de passer un cap. Voilà, ça peut aider aussi. Voilà.
Passer un cap, c'est-à-dire De passer un cap, c'est-à-dire que dès l'instant où on commence à aller chercher de l'aide, ce qui n'est pas toujours facile à faire, je pense qu'on est tellement bien accueillis par les services régionaux. D'abord, ils viennent chez vous, ils viennent un petit peu voir votre environnement et puis et vraiment on définit toutes les difficultés et là, peut-être qu'il y a une prise de conscience de la maladie et qu'on intègre mieux. On passe on fait un petit pas vers l'acceptation et voilà. Ça peut changer une vie. Et c'est une aide qui est précieuse aussi dans ce qu'on peut appeler parfois le maquis administratif, parce qu'on a eu le sentiment, en vous écoutant, qu'on avait quand même un système extrêmement complexe, tant au niveau des aides que des organismes concernés. Donc là aussi, je pense que vous jouez un rôle majeur. Et est-ce que, peut-être la simplification, est-ce que ça fait aussi partie de vos missions ? On en parle beaucoup, de la simplification administrative. Alors, ça rentre dans les revendications, bien sûr. Ça rentre dans la partie revendication, justement. Et par rapport à la réforme au niveau des fauteuils, c'est justement un des arguments pour cette réforme, c'était justement la simplification, retirer une étape de financement. Très bien. Mais oui, ça fait partie également. Très bien, merci beaucoup. Martine, oui, peut-être. J'aimerais dans un monde meilleur qu'on arrête les acronymes. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y en a c'est vraiment énormément. Horrible. J'espère avoir pu relever ce... Ça éclairerait le chemin aussi, ou alors il faut faire un glossaire. Mais je pense qu'on va le faire. Justement, le nombre d'acronymes doit être lié à ce maquis administratif et voilà. Et la MDPH, la CDAPH, enfin je pense que la MDPH est connue, la Maison départementale des personnes handicapées. La CDAPH peut-être un petit peu moins. Oui. Donc peut-être un petit point de précision là-dessus, puisque effectivement je me suis fait rappeler. La CDAPH, c'est la MDPH, donc c'est la Maison départementale des personnes handicapées, et en fait la CDAPH, c'est une commission à laquelle le dossier de la personne en situation de handicap qui demande différentes prestations, exemple l'allocation adulte handicapé, on a parlé de la prestation compensation handicap, etc., où son dossier va être soumis en fait pour pouvoir trancher et rendre une décision par rapport à sa demande. Voilà. Et donc la CDAPH, ça veut dire qu'elle est composée de professionnels de santé uniquement ? Elle est composée de représentants associatifs. Elle est composée aussi de personnel de la maison départementale des personnes handicapées. Voilà. Après, voilà, parce que le handicap n'est pas forcément la maladie. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui ne sont pas atteintes de maladie. Donc c'est pour ça que voilà. Donc elle est composée de différentes instances et qui sont amenées à trancher à se prononcer à l'étudier et à se prononcer dessus en fonction de la demande de la personne, de son projet et de sa situation. Ce qui veut dire donc qu'il peut y avoir des représentants de l'AFM et peut-être de CMT France aussi dans ces instances. On peut candidater. Alors il y a des représentants de l'AFM Téléthon qui siègent en CDAPH ou qui siègent dans d'autres instances au niveau. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Oui, tout à fait. On a des personnes, des délégués, qu'on appelle des délégués au sein de l'AFM Téléthon, qui siègent dans des instances au niveau de la MDPH, tout à fait. Et qui peuvent, j'imagine, aussi apporter un regard sur des maladies rares, qui restent méconnues. Et justement, quand il y a des dossiers qui concernent des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, peuvent apporter un éclairage sur la situation de la personne, tout à fait, pour expliquer sur les implications du handicap sur le quotidien de la personne. Ouais. La problématique avec la MDPH, c'est que c'est une maison départementale et si vous déménagez, vous n'avez plus les mêmes droits.
Et là, ça devient Oui, fou. parce que alors c'est vrai qu'on a un vrai souci là-dessus. Ça, c'est un des combats qu'on mène régulièrement, c'est qu'on a des difficultés. On est pourtant dans un état de droit où le droit doit s'appliquer de la même façon sur tout le territoire, et on se retrouve malheureusement avec des disparités entre les différents départements, entre les différentes MDPH, tout à fait, sur l'application de certains droits, tout à fait. Alors juste pour qu'on comprenne bien, alors disparité territoriale effectivement, mais en cas de déménagement, il faut refaire le dossier dans un nouveau département ? Non, en fait, le dossier de la personne, s'il est en cours, eh bien normalement le dossier va être transmis au niveau entre départements. Au niveau des départements, le dossier va être, par exemple, je suis à Paris, je décide de déménager dans le sud de la France, eh bien, au bout de... eh bien, mon dossier va me suivre, en fait. Le dossier va changer de département. Il faudra bien sûr signaler le déménagement, mais le dossier va... Il n'y a pas besoin de refaire un nouveau dossier derrière. Non. Ouf. Non, c'est déjà ça. Ouais. Très bien. Écoutez, merci. Martine, peut-être le mot de la fin pour remercier Karine et Amélie, parce que la présentation était très riche et très claire. Donc merci à vous. Et on vous retrouve, mesdames, pour la table ronde. Mais Martine, je vous laisse conclure. Merci beaucoup, puisque j'ai eu raison de vous contacter comme intervenant, parce que c'était très clair et concis, et je pense que ces vidéos vont être revues plusieurs fois pour bien tout comprendre. Merci beaucoup. C'est un bel outil. Oui, c'est un bel outil. Et on vous retrouve donc cet après-midi. Merci à vous. Merci. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous, donc, on se retrouve dans quelques secondes sur un autre sujet qui est celui de la douleur. Et nous aurons donc le grand plaisir d'accueillir le professeur Valeria Martinez. Donc, à tout de suite. Merci beaucoup.